Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rendus ici, d'avoir bravé les éléments déchaînés depuis hier. Je vous présente au nom de tous les partenaires de l'événement, à savoir Idée l'Info Durable, le collectif de la finance responsable et puis toutes les équipes de Ditinvest. On vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En souhaitant qu'elle puisse nous apporter, alors on va nous apporter de la sérénité, parce qu'on en a besoin quand même, c'est un peu compliqué, sérénité et puis de la réussite évidemment, et puis aussi de la santé pour tout le monde. C'est un réel plaisir pour nous d'ouvrir cette nouvelle édition du palmarès des SCPI et SC Durable. Vous verrez qu'il y a quelques nouveautés de cette année. C'est un plaisir parce que c'est un rendez-vous qu'on a voulu récurrent à minima une fois par an et qu'on veut aussi qu'il soit exigeant, puisque vous allez, on va regarder un petit peu plus dans le détail comment est-ce qu'on met tout ça en place, exigeant mais aussi porteur d'espoir, parce qu'on a tous besoin d'essayer de regarder un petit peu plus loin que les 3 prochaines semaines ou 3 prochains jours. Depuis plusieurs années, les acteurs du marché de l'immobilier collectif évolue dans un paysage réglementaire qui est de plus en plus dense et qui est parfois un peu, on va le dire, étouffant. Les intentions initiales étaient louables, puisqu'à la base c'était encadrer, guider, et puis garantir aussi les investisseurs là où ils faisaient leurs investissements. Alors les intentions étaient louables, mais nous chez Invest on a toujours pensé qu'une surréglementation finissait par en fait brider l'innovation, freiner les initiatives et puis paradoxalement ralentir le progrès et donc un peu freiner tout ça alors que ça souhaitait le favoriser. Aujourd'hui, les signaux d'impossible allègement de la réglementation environnementale se multiplient. Certains y voient un risque. Et nous, en fait, on y voit plutôt une opportunité parce qu'en fait, notre marque de fabrique chez Ditinvest, c'est de toujours essayer de redonner du souffle et de la responsabilité aux acteurs du terrain. Cet événement, il est aussi là pour ça, pour apporter des éléments, alors non seulement aux gérants qui sont dans la salle, mais aussi au CGP, tout le palmarès sera en replay. Et donc, l'objectif aussi, c'est de convaincre et d'aller chercher des investisseurs qui ne sont pas forcément toujours au fait de tous ces éléments. En fait, nous, on est convaincus chez Ditinvest que le développement durable, ça ne se décrète pas par voie réglementaire, ça se construit par l'action, par la conviction qu'on peut mettre dans les choix d'investissement qu'on réalise, et surtout par la liberté d'expérimenter. Par la liberté d'expérimenter, il faut donc récompenser les initiatives et puis en même temps tendre et favoriser ceux qui peuvent innover, qui prennent des risques, plutôt que ceux, on va dire, qui vont juste cocher les cases d'un cadre normatif qui sera probablement toujours un peu complexe à appréhender. Et donc c'est tout le sens de notre travail chez Ditinvest, puisque nous, qu'est-ce qu'on fait depuis maintenant 2020 en fait, on va suivre, analyser, comprendre les évolutions du marché, au-delà du prisme réglementaire, justement aller chercher de l'information et nos analystes, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils observent les tendances, ils mesurent les performances, ils identifient les modèles qui peuvent être vertueux, et puis parce que parfois il y a des modèles qui peuvent l'être un peu moins, on va quand même analyser l'ensemble du marché et on essaie de mettre en avant des modèles qui donnent sens et qui fonctionnent. Donc en fait, la démocratie économique, c'est un peu comme la démocratie politique, ça repose sur le libre choix. C'est par la diversité des initiatives, par l'émulation que les meilleurs modèles s'imposent naturellement. Et c'est précisément ce que le palmarès entend mettre en lumière. C'est celles et ceux qui, dans un cadre libéré mais conscient, agissent concrètement pour que l'immobilier soit plus durable que ce qui n'a pu être par le passé, plus responsable et aussi plus performant, parce que la performance n'est pas forcément antinomique avec la durabilité. Donc durant cette matinée, en fait, on va rendre hommage non pas à ceux qui font comme il faut, mais simplement à ceux qui font et qui essayent d'impulser des nouvelles approches, des nouvelles technologies, des nouvelles techniques. Merci de votre présence à tous, donc, une nouvelle fois. Et puis maintenant, on va regarder un peu plus dans le détail comment est construit ce palmarès.
au cœur de tout ça, un rapide petit tour. Comment est-ce que nos DIT index sont calculés? 4 grands piliers. Pilier environnement, qui représente 50 points et qui repose sur tout ce qui va être performance du bâtiment, performance énergétique du bâtiment. Pour l'essentiel, on va aussi avoir tout ce qui va être gestion des eaux, gestion des déchets, gestion de l'énergie au sens large, et puis surtout gestion de la relation avec les occupants du bâtiment, puisque dans tout ce qui est durable, le bâtiment forcément est occupé par des occupants, et si les occupants ne font pas ce qu'il faut, et ben derrière on va se retrouver avec des performances qui peuvent être dégradées. Donc la sensibilisation des occupants est aussi importante. La dimension sociale, on la prend en compte, mais à hauteur de 10 points. Parité dans les organes de direction ou dans les organes de direction du fonds. Et puis, on va avoir aussi lutte contre les discriminations, évidemment. Et puis, on va avoir dans la partie gouvernance toute une approche sur comment les fonds et les gérants communiquent à la fois avec leurs associés, mais aussi avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes du marché. Et puis cette année, on a une nouvelle dimension qui a été mise en place qui s'appelle controverse. Alors on a essayé d'identifier en fait, parce que c'était aussi un paramètre important, d'identifier les problématiques qu'il y a pu avoir potentiellement avec des entités de régulation type AMF ou autres. Et puis le dernier point, donc ça représente 15 points, c'est la dernière partie qui est sur les risques d'impact encourus par le bâtiment, qui représente un 25 points. Et qui est basé sur un positionnement géographique de l'ensemble du patrimoine et qui permet de monter en fait les risques qui sont hérités en fonction de l'emplacement où est situé le patrimoine du fonds, parce que évidemment s'il est en face de la mer, il a peut-être des risques de vagues submersibles, alors que s'il est en plein milieu du massif central, il va avoir d'autres risques potentiellement de séisme, pourquoi pas, ou d'autres éléments. Voilà le petit rappel méthodo. Alors cette année, on a fait 7 podiums. Il y en a un de plus. Le podium supplémentaire, c'est pour les SC, puisqu'on a plusieurs intervenants qui nous ont dit « Mais pourquoi vous ne scorez pas les SC ?» On a dit « Effectivement, parce que les SC, en fait, notre problématique, c'était d'avoir de l'information, parce qu'on n'arrivait pas forcément toujours à récupérer toutes les informations des patrimoines. » Et donc, on a plusieurs maisons de gestion qui ont dit si, nous, on peut donner tout ça. Donc, acte de transparence, et c'est pour ça qu'on a rajouté ce podium, qui est aussi intéressant, parce que les SC sont toujours, le plus souvent, on peut être proposés dans des contrats d'assurance vie, avec pas forcément une grande visibilité sur ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup, là, il y a quand même un acte de transparence qui est assez intéressant et qu'on va regarder juste après. Alors, pour les habitués, avant, je faisais de la musique, mais j'ai pas eu le droit à la musique cette année, parce que l'enregistrement était pas bon. Donc, il n'y aura pas de musique, mais vous allez quand même avoir les podiums. Donc, on commence par les podiums bureaux. Troisième des podiums de bureau, le gérant, c'est Atvelis, avec Eurovalis, avec un score de 63, et puis je crois qu'ils sont aussi deuxième avec Elialis avec un score de 66 sur 100. Voilà, donc vous pouvez venir chercher vos deux prix. Bravo. Toc, merci. Alors on va faire des petites interviews, mais comme le format, on ne veut pas le mettre trop long, on a fait quelques organisé pour qu'il n'y ait pas trop de discussions, et comme ça on va prendre quelques intervenants pour chacun des podiums. Le premier du podium, pour la deuxième année consécutive, alors c'est un podium double, donc il y a Paref qui est à 68 sur 100, donc les intervenants de Paref ont dit qu'ils ne pourraient pas venir aujourd'hui, donc avec la neige, et puis on a aussi Novaxia qui maintient une super place à 68 sur 100, et je vais donc remettre ce prix. Voilà. Je vais donner un petit micro. Hop. Il fonctionne. Voilà, avec plaisir. Vous êtes les habitués du palmarès, parce que je crois que ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'on analyse l'ensemble du patrimoine Novaxia. Comment on fait pour tenir la durée sur un patrimoine? Qu'est-ce que vous impulsez dans la gestion du patrimoine au quotidien? Je pense que je vais reprendre le discours que j'ai fait l'année dernière.
C'était, Alors, le micro plus près de la bouche. en fait, ce qui fonctionne bien avec votre travail chez Invest et la data, c'est la stratégie qu'on a fait chez Novaxia depuis 2021. C'était de mettre la data au cœur du sujet ESG. Et par exemple, avec la mesure énergétique et la consommation, tu disais tout à l'heure dans ta notation environnementale que le facteur clé de succès pour l'énergie, en tout cas, je ne parle que d'énergie ici, c'était la sensibilisation des locataires. Et pour sensibiliser les locataires, il faut de quoi les nourrir et les donner d'infos. Et hier, je faisais des stats et j'ai remarqué que depuis 2023, Néo, donc on va être encore mieux l'année prochaine, a baissé de 15% son impact énergétique et carbone. Et ça, c'est quasiment grâce essentiellement à la mesure et à la sensibilisation. Et là, je pense que c'est ta question après, parce que je vais revenir. Qu'est-ce que vous faites en 2026? Qu'est-ce que vous allez faire en 2025? On a fait pas mal de travaux pour améliorer nos bâtiments. On commence à avoir du cash à déployer. Et on observe voilà, des gains de 10 à 15% par actif. Quand on fait des beaux travaux sur de la clim, sur de la ventilation, des travaux qui sont pas très chers. Je parle de 100 000 euros, 150 000 euros. Mais un gain qui est tellement puissant qu'en fait, ça nous permet de louer les bâtiments. C'est les locataires qui nous les demandent maintenant pour relouer. Donc il y a un vrai business qui se fait, il y a une vraie entente aujourd'hui qui se fait entre toutes les parties prenantes et qui va dans le bon sens. Bah, c'est ton discours, hein, donc je te le reprends. Mais en fait, on voit opérationnellement que c'est plus facile en 2024-2025 qu'en 2020 quand j'ai commencé avec les... Donc c'est pour ça je pense qu'on va monter. On sera peut-être à 100 l'année prochaine. Ah j'espère. Il y a une petite dimension qu'il fallait qu'on regarde aussi ensemble, c'était la dimension controverse, c'est ce qui vous avait fait faire deux points cette année. Il y a eu une séquence, on va dire, AMF compliquée chez Néo, chez Novaxia et sans large. Faut l'adresser, faut l'expliquer probablement en détail. Oui, vous avez raison. Et puis, moi, je suis ESG depuis 10 ans. C'est important, les controverses, il faut les regarder. Donc, moi, je trouve que c'est très bien de traiter. On a été sanctionné, enfin, Novaxia Investissement a été sanctionné l'année dernière sur un contrôle de l'AMF entre 2018 et 2021-2022. En fait, on a des problèmes de formalisation, de formalisme historique dans la société à cette époque-là, qui ont été adressés depuis avec un renforcement des équipes RCCI. Mais voilà, vous avez sûrement vu, on a une réquisition très élevée, une sanction très basse, substantielle, mais substantielle et très allégée. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'on allait dans le bon sens, enfin, ils ont accepté l'AMF qu'on allait dans le bon sens. Donc moi, mon espoir, c'est que l'année prochaine, ce soit derrière nous, qu'on ait mis ce qu'il fallait mettre en place et qu'on soit carré. C'est dans l'intérêt des investisseurs, d'ailleurs, l'AMF l'avait noté. Il n'y a pas eu d'impact et de préjudice sur nos investisseurs, ce qui est quand même l'essentiel pour les CGP, pour les investisseurs. Donc nous, on est plutôt bon là-dessus. La question, c'est, j'espère que tout ce qui a été mis en place depuis 2023 se verra dans les années à venir. Oui, c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi et pas forcément adresser toujours les choses, forcément des choses toujours en amélioration. Ok, merci beaucoup, bravo en tout cas. Je prends du point. Merci. On va passer, parce qu'il faut toujours, en début d'année, faire un peu au marché à un moment ou à un autre, même si on sait que c'est toujours compliqué, même si on a tous du mal à avoir une forme de visibilité. Béatrice de Kitson va venir de BPCE Solutions Immobilières. Bonjour Béatrice, merci à toi d'être là aujourd'hui. Je te laisse officier sur l'ensemble. L'idée c'était d'avoir un petit topo sur à la fois le marché des bureaux, mais aussi les commerces et la logistique. Donc c'est ce que va faire Béatrice pour nous. Et la petite Zapette est là avec le petit bout. Voilà, tu sais tout. Merci Marc. Bonjour à tous et bravo d'être venus malgré la neige parce que c'était pas facile aujourd'hui. Alors, regardons ensemble un petit peu l'état du marché. On est en début d'année 2026, donc quel atterrissage sur 2025 et quelles sont les prévisions pour cette année 2026. Alors, quelques mots sur BPCE Solutions Immobilières. On a 3 départements. On a un département avec plus d'une centaine de collaborateurs sur la partie expertise, donc la valorisation des immeubles. On a aussi une cellule AMO, sur toute typologie résidentielle et tertiaire. Ensuite, on a un département investissement et agence, donc pour la vente, achat, vente, donc avec les investisseurs, et puis un département donc location aussi bureau. Et enfin, un troisième qui est spécifiquement sur le résidentiel, qui est plus au niveau patrimonial, où on source en fait des programmes auprès des promoteurs, et là, ensuite on les distribue à travers le réseau donc des banques populaires et des caisses d'épargne. Le département études et recherches, dont j'ai la charge,
qui accompagne donc l'ensemble des clients en synergie avec ces 3 départements. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, un premier point, c'est l'allocation en immobilier. Quel est votre positionnement en tant qu'investisseur entre l'immobilier et les autres classes d'actifs? Alors, vous avez ici donc, les résultats du 38e baromètre, donc MSCI réalisé donc, en partenariat avec BPCE Solutions Immobilières. Un des indicateurs clés qui est analysé ici, donc c'est l'allocation. Ici, vous voyez, ce qui l'emporte, c'est la stabilisation. 54% des investisseurs interrogés disent je ne vais pas changer mon allocation, c'est-à-dire je ne vais pas l'augmenter ou la baisser. Néanmoins, si on regarde, on a quand même un quart qui disent je vais la diminuer, mais on a un quart qui dit je vais l'augmenter. Donc on en a qui vont être plus exposés et il y en a qui vont l'être moins. Si on regarde un petit peu en arrière, on voit que lors de la précédente édition, on avait toujours donc la partie ici, donc 46% qui parlait de stabilisation. Donc on était dans un contexte de stabilisation. Néanmoins, on avait 35% qui parlaient de diminuer. Donc on a moins d'acteurs qui mettent un peu un coup de frein sur l'immobilier. Donc c'est un peu plus positif. Néanmoins, ce qui l'emporte, c'est une stabilisation de l'allocation en immobilier. Alors, une des raisons, bien entendu, c'est la prime de risque. La prime de risque, elle est très contractée. On est arrivé à 44 points de base. On est à 44 points de base juste avant les fêtes, donc au 17 décembre. Donc très faible. Historiquement, on est à 150 points de base, on est confortable quand au moins la prime de risque est au-dessus de 100 points de base, donc là 44, c'est un frein pour beaucoup d'acteurs. Du coup, comment ça se retranscrit en termes de volume? Donc vous le voyez ici, donc ça vous le savez, on a eu donc effondrement entre 2022 et 2023. On est tombé à 12 milliards, ça s'est stabilisé en 2024. Cette année, on devrait avoir à peu près la même dynamique. On pense qu'on va atterrir entre 13 et 15 milliards. On va avoir les chiffres d'ici quelques jours. L'an prochain, on devrait être à peu près dans la même tendance avec probablement un dynamisme un petit peu plus important. On devrait être autour de 14 à 16 milliards. Néanmoins, on ne revient pas au niveau des 25 milliards que l'on avait précédemment. Derrière tout ça, quels sont les secteurs qui fonctionnent? On a de plus en plus de dichotomies en fait au sein même des localisations, donc une importance encore plus accrue cette année sur la localisation, qui est vraiment le critère numéro 1 regardé par les investisseurs, et vous le savez. Donc ici, si on compare, donc ça provient donc des résultats du 38e baromètre que je mentionnais précédemment. Quels sont les secteurs à gauche privilégiés à l'achat et les secteurs privilégiés à la vente? Ensuite, on confronte les deux graphiques. Donc, sans surprise, c'est les bureaux parisiens qui arrivent en tête. Ensuite, on a le résidentiel classique, et là, il remonte dans le classement, donc on a plus d'engouement sur le résidentiel. On a le commerce aussi, qui arrive en 3e position, suivi de près par la logistique, avec toujours un dynamisme. Et on a l'hôtellerie. Et puis, vous voyez tout en bas, on retrouve le bureau Croissant Ouest, la Défense, 2% d'intention d'investissement, bureau première couronne, 1%, et bureau deuxième couronne, 0%. Donc ces 3 secteurs totalisent 3% des intentions d'achat. Si on regarde à la vente, on retrouve en tête bureau première couronne 22%, bureau Croissant Ouest, la Défense 16%. Et si on va chercher les bureaux de deuxième couronne, on est à 9%. Donc rien que sur ces 3 segments, on est à presque la moitié des intentions. Les investisseurs disent qu'ils ont placé bureau deuxième couronne plus avec peu d'intention de vente, parce qu'ils disent de toute façon on sait que voilà, il n'y a pas d'acheteurs, donc on voit le 0% là, donc en fait ils essayent encore moins de les vendre. Donc on voit bien la situation avec les actifs qui sont en périphérie
qui sont plus en souffrance, et les bureaux Paris avec un certain dynamisme. L'hôtellerie, vous le voyez ici, ce qui est souligné surtout, c'est un manque de produits disponibles. C'est-à-dire les acteurs veulent en acheter, mais pas assez de produits disponibles sur le marché. Et la logistique, vous le voyez ici, donc peu d'intention à la vente. Un mot sur la transformation des bureaux, on en entend parler, c'est aussi au cœur des préoccupations. C'est une solution pour transformer donc, ces bureaux qui sont dans des secteurs qui sont sur-offreurs. Transformer en quoi? Donc, vous le voyez ici, c'est transformer majoritairement en résidentiel. Il y a aussi une transformation en autre. Donc ici, c'est hôtellerie, notamment. Et puis après, on a des investisseurs qui disent non, je ne me lance pas là-dedans, et un quart qui ne sait pas encore. Vous le voyez ici, on s'est penché chez BPCE sur le nombre en fait de transformations qui sont sur les surfaces de bureaux autorisées à être transformées. On s'est dit voilà, on voit qu'il y a de l'intention, on voit que ça fait partie des préoccupations, et on va regarder ce que ça donne en termes de chiffres. Alors, on est autour de 100 000 mètres carrés de bureaux transformés. On a eu un pic donc en 2024. Là, les chiffres à fin d'année, donc sur les 11 mois de 2025, on est à un peu plus de 100 000 mètres carrés. On est à 110 000. Donc, on voit que oui, ça se fait. Néanmoins, il faut ramener ça aux 6,1 millions de mètres carrés vacants en Île-de-France. Donc oui, les investisseurs veulent transformer, néanmoins, dans les chiffres, il y a vraiment de la marge. Il y avait une question? Non, vous voulez? Oui. Juste pour comprendre. Oui. Transformer. Oui. Et on parle de réhabilitation, changement d'usage ou de démolition? Alors là, c'est ce qui est autorisé. J'ai les chiffres, mais je les ai pas présentés là. Je pourrais vous les montrer après parce que effectivement, en fait, on a voulu regarder aussi enfin, ce que ça donne par rapport à la démolition. Et aussi, on a voulu regarder parce que là, c'est ce qui est autorisé. Et c'est pas ce qui est mis en chantier. Donc il y a un laps de temps. Et en fait, ici, en 2024, il y a eu beaucoup d'autorisations. Et en fait, ça se retranscrit en 2025. Ensuite, on a un pic sur ce qui est effectivement démarré. Je vous montrerai après les graphiques. Si on regarde les caractéristiques environnementales et enfin, toute la partie ESG, donc ça c'est au cœur de vos préoccupations. Si on regarde un petit peu plus en détail ce qui est, quelles sont les caractéristiques qui sont les plus importantes, je rebondis sur ce que vous avez dit juste avant lors de votre interview. Donc l'importance qui est donnée à la rénovation, à l'amélioration des actifs. Ici, quand on regarde quels sont les critères, c'est le critère qui arrive donc en premier. Donc, comment essayer de rénover, de travailler les actifs pour améliorer au maximum. Ensuite, on voit qu'en deuxième critère, donc c'est tout ce qui est impact environnemental de l'utilisation directe de l'investisseur. Donc, quelles sont les émissions, le type de locataire, etc. Après, comme vous le mentionniez, on peut le travailler, on peut essayer de améliorer ses actifs. Et en troisième position, donc les caractéristiques propres de l'immeuble, donc comment est-ce qu'il a été construit, enfin, quels sont les matériaux, les labels, etc. Donc ça, c'est lorsque l'investisseur regarde pour acquérir un actif, enfin pour le sélectionner. Vous savez, qu'est-ce qu'il regarde en premier? Donc, 1, la rénovation, 2, l'impact de son utilisation, et 3, les caractéristiques de construction durable. Et vous voyez tout en bas du classement, on a seulement 1% des investisseurs interrogés qui ont dit qu'il n'y a pas d'impact ESG.
dans ma politique de sélection d'actifs. Donc on voit bien que tout le marché en fait a complètement maintenant intégré cette dimension. Les perspectives donc sur les entrepôts logistiques, donc où va le marché. Alors la demande placée, elle devrait rester stable. Néanmoins, on a vu que ça fait quand même 2 ans que la demande placée est en ralentissement. Donc c'est pour ça qu'on a un quart des investisseurs qui pensent qu'elle va encore diminuer. On a un quart qui est plus optimiste. Et par contre, si on regarde les perspectives pour les loyers, on voit que les loyers devraient rester stables, voire augmenter. Après, pour la demande placée, elle devrait, d'après les investisseurs, rester stable. Néanmoins, on a vu qu'elle est quand même en diminution. Derrière ça, je pense que ça souligne en fait un début de fracture de marché avec des actifs qui ont plus de mal à être reloués et puis d'autres qui fonctionnent bien et qui dynamisent ce marché. Pour les commerces, on l'a vu dans les intentions d'investissement, les commerces étaient remontés en termes d'actifs qui sont recherchés, donc on voit qu'il y a un regain d'optimisme pour le commerce. En termes de loyer, donc il est attendu, il devrait être stable, voire même en hausse, attendu en hausse, donc malgré les défaillances des entreprises. Par contre, point de vigilance sur les centres commerciaux, le taux est quand même attendu en hausse. Donc taux de vacances qui est déjà relativement élevé et qui doit encore monter. On voit ici qu'on n'a aucun investisseur qui envisage qu'il baisse. Par contre, ce qui booste le marché des retail parks, le marché des commerces, c'est les retail parks. Vous le voyez, c'est ici, c'est la catégorie qui est la plus plébiscitée. Et juste après, on a donc les boutiques en pied d'immeuble. Effectivement, pour les retail parks, on n'est pas dans la même configuration de marché que pour les centres commerciaux. Ici, on a le taux de vacances qui est attendu ou soit stable ou soit en baisse. Donc un signal positif pour les retail parks. Hop, je reprends la tapette. Merci Béatrice. Plus positif que l'an dernier quand même. Merci beaucoup. Non, mais c'est important d'avoir quand même une petite visibilité. Alors, vous devez le faire au quotidien, évidemment, dans tous vos investissements, mais là, quand même, on se pose 3 minutes et puis on essaie de lever un peu la tête du guidon pour voir comment tout ça va se dérouler, ou devrait se dérouler. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, on enchaîne sur le prochain podium, qui est donc dédié au SCPI commerce et diversifié. Je reprends ma tapette. Les troisièmes, alors ils ne sont pas là, c'est nos amis bordelais de Texica, qui ont un 64 sur 100, qui est plutôt un très bon positionnement. En numéro 2, on a Aeroco qui sont en séminaire d'entreprise aujourd'hui, donc ils ne pouvaient pas venir. Voilà, j'ai des excuses qui sont là, tout va bien. Et puis, les premiers du marché, qui restent toujours premiers, Arkea avec Transition Europe. Julie, je t'en prie. Bravo. C'est la troisième année, donc je vais donner le micro. Troisième année, donc avec des scores qui s'améliorent en plus, et avec une collecte qui est très forte, donc des investissements à la clé. Comment ça fonctionne chez vous? Comment vous arrivez à faire cette quadrature du cercle? Comment réussir à aboutir à cette situation-là? Merci beaucoup. Effectivement, 3 ans qu'on a ce prix et Transition Europe fête son 3e anniversaire ce mois-ci, qu'elle a été lancée en 2023. Donc on est très content de ça. La recette, je dirais que c'est au-delà de la data, comme ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un vrai effort collectif avec une implication de toutes les équipes qui travaillent sur la SCPI, de l'acquisition jusqu'à la gestion. En fait, là, le patrimoine de la SCPI est tout récent, vu l'âge de la SCPI. Donc, en fait, les efforts aujourd'hui, ils sont vraiment concentrés sur ce qui est fait à l'acquisition. Donc, on va avoir les équipes qui travaillent avec nous de chez Real Estate qui vont vraiment prendre en compte tous nos critères en amont avant d'intégrer nos actifs en portefeuille.
Je peux prendre l'exemple d'un des actifs qu'on a acheté en fin d'année là, en Allemagne, c'est un actif de logistique. On a analysé, en fait, c'est un actif qu'on a acheté avec des panneaux solaires en toiture qui sont reliés avec le chauffage urbain. Et on a déjà analysé en amont qu'il n'y avait aucun risque climatique avéré. Donc, on intègre ces critères-là en amont et bien évidemment, durant la gestion, on va avoir des équipes qui vont être impliquées sur le terrain pour déployer des plans d'action concrets. Aujourd'hui, on n'a pas encore les résultats vu l'âge de la SCPI, mais voilà, je dirais que c'est une implication forte de toutes les équipes avec une exigence forte à l'acquisition. Et la dimension rénovation, transformation, c'est que du neuf que vous achetez par défaut, on va dire. Alors, c'est pas forcément des actifs neufs, mais en tout cas, c'est des actifs sur lesquels qui sont récents, on va dire, avec justement ces critères-là qui auront été analysés à l'entrée pour limiter effectivement de gros plans d'action qu'on aurait à mettre en place derrière. Voilà, et tout ça fait que même si on a une croissance forte, parce que là les SCPI, on va sortir nos chiffres, mais on va être à un peu plus de 580 millions d'euros de collecte rien que sur l'année 2025, donc avec des acquisitions constantes et je dirais très régulières, on arrive à avoir un bon score. Et à améliorer le marché. Bravo, félicitations. Je reprends le micro, c'est pas votre côté. Merci. Allez, on va passer au podium suivant. Valère, c'est à toi. Avec plaisir. Merci. Ça va? Oui, très bien. On a beaucoup œuvré pour cette session à nouveau. L'idée aussi, c'était de pouvoir d'avoir un partenaire média quand on s'est appelé il y a quelques années maintenant, parce que ça date un petit peu, lorsqu'on a lancé la première session. C'était de trouver un partenaire média qui puisse relayer le travail qu'on fait, qui soit à la fois exigeant et puis qui permette d'avoir une courroie de transmission nécessaire. Dans ce cadre-là, on sait que l'année 2025, ça a un peu changé sur la partie durabilité. Vous, votre média, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'il se réorganise, je ne sais pas, quelle est votre activité de 2025, comment vous faites pour parler de durabilité en 2025 avec dans un contexte de backlash, c'est ça. Nous, on ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Peut-être sinon en 2017 lorsqu'on a été créé, parce que c'est vrai qu'il y avait un momentum, on était un peu en avance par rapport à un marché média qui frétillait sur les thématiques de durabilité. Puis 2018-2019, il y a vraiment une montée en puissance du sujet, et finalement c'était, comment dirais-je, ça manquait de qualité. Il y avait beaucoup de quantité sur cette thématique, donc une surmédiatisation du sujet, avec des médias mainstream qui se sont appropriés et qui se sont saisis de la thématique à juste titre. Mais pour nous, c'était plus difficile d'exister dans un marché où les gros acteurs se saisissent du sujet sur lequel nous étions spécialistes. Donc finalement, on arrive, selon nous, à une période plutôt de maturité, d'exigence. Ça nous a permis de créer toute une activité d'agence et de studio, et donc d'accompagner de nombreuses entreprises dans leur prise de parole en contenu pur, puisqu'en fait, aujourd'hui, le vrai sujet pour une entreprise qui a des engagements sur les thématiques de durabilité, c'est de prouver ce qu'on fait. C'est fini la période de dire nous sommes engagés. Ça, je pense que c'est terminé. Effectivement, il y a des enjeux de data, il y a des enjeux d'engagement, vous le disiez à juste titre, et puis des enjeux de preuve. Et c'est là que nous, on intervient, au-delà de la partie média, pour accompagner les entreprises dans la rédaction, la création de vidéos, de podcasts, de livres blancs, et j'en passe, pour exprimer ces preuves et essayer de faire simple quand c'est compliqué, parce que tu le disais à juste titre, ce sont des sujets techniques et complexes. Oui, ça peut être parfois extrêmement compliqué. Et du coup, les thématiques que tu présentes sur 2026, qui pourraient être mises en avant, c'est quel type de thématiques qui pourraient apparaître, on va dire, ou s'amplifier, je ne sais pas. Alors, les signaux faibles continuent d'être faibles, mais ils vont finir par être forts à un moment donné, c'est-à-dire nous avons la conviction, et c'est pour ça qu'on s'est saisi de ce sujet dès le départ, que le match climat-épargne va à un moment donné s'imposer dans le débat, parce qu'aujourd'hui il reste un sous-jacent de la thématique globale de la durabilité, c'est-à-dire d'arriver à faire la corrélation concrète sur tout un tas de possibilités, que l'épargne a
d'impact majeur sur les sujets climatiques. Le sujet climat restera fort parce que c'est ce qui a cristallisé dans l'opinion mondiale et française a fortiori. Je pense que les sujets d'énergie vont aussi rester assez importants, notamment parce qu'il y a des évolutions réglementaires, il y a des questions de débat, de souveraineté énergétique. Et puis, je parle de souveraineté, je pense que ce sera aussi un thème assez fort à l'échelle européenne, la question de la souveraineté européenne, et notamment les enjeux de durabilité, parce qu'on voit bien que l'Europe est en train de pivoter sur cette thématique-là, et peut-être pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais enfin de quand même se désengager assez fortement. Donc, avec l'élection présidentielle, notamment en France, qui va se profiler, ça va être des sujets, je pense, assez forts. Et sans doute un dernier, c'est la thématique du recul de la réglementation, de la déréglementation va aussi continuer à être important, notamment dans le cadre du débat des présidentielles, puisqu'on sait que certains partis, très bien placés aujourd'hui dans les sondages, mais ça ne présage de rien, sont pour cette déréglementation. Et du coup, ces thématiques-là, vous les déclinez comment dans le média? Enfin, vous avez, quand on a un petit peu parlé, vous avez des verticales, vous avez des outils spécifiques en fonction des annonceurs qui veulent. C'est ça, exactement. En fait, on a une offre vraiment média très pédagogique et axée sur le décryptage, avec une verticale finance qui est très forte, plutôt une orientation distribution au niveau de la cible et des épargnants avisés. Donc, ils viennent vraiment chercher chez nous de la compréhension, de l'explication et du décryptage. Et ensuite, on a toute une partie plutôt orientée veille sur les sujets de durabilité en général. Donc, on va pouvoir parler mobilité, énergie, méga tendance, etc. Et puis, à côté de ça, on monte des initiatives assez importantes. Je pense au Think Tank 2030 Investir Demain, qu'on a lancé avec la GFI, en coproduction, donc une initiative de place très importante, avec 6 groupes de recherche qui travaillent sur des sujets de durabilité. Et dans le 15 janvier, nous lancerons un nouveau média aussi en coédition avec la GFI, qui va s'appeler Mon épargne climat, et qui va justement consister, à travers 3 grandes entrées, à permettre à des néophytes, des épargnants avisés ou des professionnels de se renseigner sur les liens entre l'épargne et le climat, en partant vraiment de la compréhension basique de pourquoi notre argent a un impact sur le climat, à aller jusqu'à l'action et donc se positionner sur des produits d'investissement. Ok, bon, programme chargé sur 2026. Merci beaucoup, Valère. Merci beaucoup. Allez, le podium SC. Alors, les SC, c'est vrai que jusqu'à présent, on ne les travaillait pas chez Liquidvest, on ne les travaillait pas pourquoi? Parce que la matière n'était pas forcément toujours connue et développée et déployée. C'est vrai qu'on a surtout un gérant que je vais interviewer tout à l'heure, qui est venu nous voir, il dit « vous ne faites pas les SC ?» Il dit « ok, on y va, on est parti ». Et puis en fait, tout le monde a répondu favorablement, et on se retrouve donc avec ce podium. Alors on est très content d'avoir, parce que ça nous permet aussi d'adresser, côté CGP, les SC étaient toujours les véhicules où ils avaient une compréhension qui pouvait être parcellaire, parce qu'il y a souvent pas mal de choses à l'intérieur de ces enveloppes, et donc ils n'avaient pas forcément toujours les moyens de les appréhender. Donc c'était aussi une demande qu'ils avaient de leur côté. Donc il y en a un certain nombre qui sont contents d'avoir cette approche-là. Troisième du podium, donc Hiroko, avec Hiroko Impact, je leur donne les trophées. Le deuxième du podium, donc c'est Territoire à venir avec Arkea, que tu peux devenir. Je me suis trompé dans le podium. C'est super bien dans les podiums. Hop. Là. Non. Thématique, ça va venir. Hein. Tu vas noter ça. Non. Ouais, cherche avec moi, sinon je vais me trouver. Est-ce que c'est là? Voilà, Territoire d'avenir, elle était cachée, c'était pas dans le bon ordre, j'avais dit. Merci beaucoup. Je vais montrer le projet, c'est un truc qui vérifie que vous avez le bon quand même avant de partir. Le premier ex-écho, donc c'est Perinal avec Périal Eurocarbone. Anne-Claire, je t'en prie. Maintenant que je viens, voilà, il est là, toc, merci. Et puis, on va avoir du coup les numéros 1 qui sont Telamo avec Nao Logistique. Benoît, viens qu'on discute de l'immense problème. Bravo. C'est toi qui es venu. L'historique, c'est que je suis venu pour présenter qui était Liquidvest.
Et puis il m'a dit, mais pourquoi il n'y a pas de bureau sur les SC? Parce que je venais pour votre SCPI qui est en train d'avancer. Et puis c'était une très bonne idée en fait. Et puis en plus, alors je ne sais pas s'il avait une idée préconçue, je ne sais pas s'il savait le score qu'il allait avoir, mais a priori difficilement, parce que on a eu du temps à calculer avec l'ensemble des partenaires. Et du coup, un 69 sur 100 en première intention, c'est plutôt très bien. Bravo. Comment vous faites pour adresser le marché de la logistique et avoir une performance à la fois financière et en même temps un impact sur le carbone? Bon, alors merci pour ce prix. C'est le deuxième qu'on reçoit. On en a reçu un autre sur la performance de notre fonds l'année dernière. Pourquoi j'ai demandé ça? Pourquoi je t'ai demandé d'analyser cette catégorie? Parce que pour moi, il y a un gros manque de transparence sur les sociétés civiles, qui en fait sont un véhicule qui a été complètement galvaudé, qui ne fait plus de l'investissement direct, mais qui fait souvent des fonds de fonds, qui mêle un peu l'entrisme entre les sociétés de gestion et la promotion d'autres véhicules à l'intérieur de sociétés de gestion par l'intermédiaire de ces SC qui sont distribués avant l'assurantier pour promouvoir la levée de fonds dans d'autres thématiques comme des SCPI et autres. Et pourquoi je t'ai demandé ça? Pas parce que je savais qu'on allait gagner, mais parce que je pense que c'est un gros volume d'investissement où il y a très peu de transparence. Et cette transparence, elle est nécessaire, et quoi de mieux qu'un acteur indépendant pour analyser ce qu'il y a à l'intérieur des fonds. Et comme c'est un fonds, pour finir, qui est capitalisant par nature, la société civile, forcément, on peut avoir un impact qui est très important au niveau de la transformation ESG et l'impact ESG de nos actifs. Si ce n'est pas des fonds de fonds, mais si c'est des fonds qui investissent en direct. C'est pour ça que tu as dû avoir pas non plus énormément de retours. On a eu des retours assez substantiels parce qu'on est connu, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de fonds qui nous ont dit, enfin un certain nombre de gérants qui nous ont dit non, je vais pas aller, je fournirai pas ces informations-là en fait. Et ce qui est dommage, mais ce qui s'explique aussi par la construction d'un certain nombre d'autres fonds, effectivement. Merci Benoît, bravo. Et donc tu me posais la question, je réponds juste. Au niveau de nous, justement, on peut, par l'intermédiaire de Sylvain à Pinsfond qui a mis en place la grille ESG de l'ensemble de nos fonds d'investissement, faire une analyse lors des due diligence de nos acquisitions, et puis après vérifier si l'évolution de cette ESG dans le temps matche bien tout ce qui est impact décret tertiaire et tout ce qui est ambition de Paris pour nos fonds. J'avais demandé à Sylvain de venir, il n'a pas voulu. C'est pour ça que... Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Mais la demande de transparence, elle est très intéressante et on est aussi là effectivement pour ça. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas d'idée préconçue quand on a lancé tous ces calculs, mais finalement notre méthode elle s'applique très très bien à l'ensemble de ces fonds qui peuvent être un peu différents et c'était important d'avoir. Donc ça s'appelle une action de place en fait globalement. Bravo à tous. On va avoir le podium suivant, mais moi il manque cette petite musique quand même qui a eu en dernier. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, on va avoir le podium suivant qui est consacré aux SCPI thématiques. Alors les SCPI thématiques, elles revêtent diverses formes, elles adressent divers secteurs. Donc on va avoir en troisième position Aldéran qui fait donc avec Comet qui est toujours dans la partie logistique. On va avoir ensuite Kianeos Pierre qui est sur la partie résidentielle. En donné Kianeos aussi sont en région, c'était un peu difficile de les mobiliser aujourd'hui. Et puis on va avoir en première position Perial à nouveau avec PF Hospitalité Europe. Je vais chercher du coup je reprends dans l'autre sens. Hospitalité Europe, premier coup, toc. Je ne sais pas si qui de Perial vient. Ah, il est en entretien. Ah, Mathieu, c'est à toi de faire. Bravo. Et puis, je vais avoir aussi en première ex-aequo Login pour la deuxième année consécutive, Juliette. Je sais que j'ai la bonne main. Login, vous disait deuxième année consécutive sur une thématique sur de SCPI thématique.
Dans votre déclinaison, j'ai les notes, je cherche mes notes, parce que sinon après je suis un peu perdu. Comment est-ce que vous intégrez concrètement les critères ESG dans votre sélection de patrimoine, de biens que vous achetez et que vous acquérez pour vos investisseurs? Déjà, merci pour ce prix qu'on gagne pour la 2e année consécutive. Hein. Ça récompense notre travail d'équipe chez Théorème. Alors, comment nous, on intègre les critères ESG dans les fonds de la SCPI? En fait, nous, ce qui est très important pour nous, c'est de les intégrer tout au long de la vie de l'actif, donc de la sélection et de l'acquisition, où vraiment on regarde les potentiels en fait, d'amélioration de nos actifs, jusqu'à après la gestion, où on met en place des plans d'action qui sont basés sur les grosses phases d'audit qu'on mène. Je rejoins mes confrères qui ont souligné en fait l'importance de la récolte de données. En fait, ce qui est important, surtout pour nous qui avons des actifs qui sont répartis un peu partout en Europe, c'est d'avoir une grosse quantité de données et une donnée fiable pour pouvoir ensuite établir des plans d'action qui sont vraiment adaptés à chacun de nos actifs. Parce que le but, c'est effectivement d'avoir une bonne performance environnementale, mais qui ne va pas venir en fait réduire notre performance financière que cherche notre investisseur final. Et du coup, ça avec des interactions avec vos locataires? Exactement. En fait, c'est un travail qu'on met en place avec notre asset manager externe et ensuite avec les locataires. C'est vraiment un travail qui est hyper important. On est vraiment en discussion avec eux très régulièrement afin de savoir, en fait, afin de les sensibiliser dans un premier point sur tous ces sujets en leur retransmettant les informations qu'on a réussi à avoir et ensuite en discutant avec eux de ce qui est vraiment important pour eux, de ce qu'ils veulent ou pas, parce que parfois, en fait, on veut mettre en place des travaux et ils sont pas forcément d'accord. Donc après, c'est vraiment un travail de discussion et de sensibilisation, en fait. Ok, très bien, bravo, merci beaucoup. L'équipement est la clé de la réussite. Alors là, j'ai un moment qui va être un petit peu compliqué, parce que nous devions avoir un intervenant qui venait de Nice, qui n'a jamais eu son avion, qui est senior advisor chez People. Alors je vais me substituer à lui. People, pour présenter rapidement, c'est une start-up, mais c'est une très grosse start-up, puisqu'elle a au capital Amazon et puis Microsoft, entre autres. Et People, en fait, ils ont un positionnement qui est de dire, bon, on peut rêver de tout rénover, mais le problème, c'est qu'on est encore toujours en train de construire. Et là, ce qu'ils donnaient comme chiffre hier soir, en gros, au niveau planétaire, c'est à peu près un Manhattan qui se construit chaque année avec l'usage du béton, ancienne formule. Et le ciment, pour faire du béton, le ciment, ça représente un faible poids dans la formule de création du béton, parce qu'on est à peine à 15%. Et ça représente quand même 94% d'émissions qui sont nécessaires pour le produire. Donc le béton, c'est le gros sujet et l'éléphant au milieu de la pièce du bâtiment. Donc lorsqu'on veut construire un bâtiment, il faut toujours faire appel. Alors il y a des solutions intermédiaires avec du bois, etc. Mais pour l'instant, sur un certain nombre de techniques d'architecture, le béton reste essentiel. Donc pour faire ça, en fait, People, qu'est-ce qu'ils font au lieu de prendre du ciment normal, en fait, ils remplacent une grosse partie du ciment et ils intègrent dans le ciment, dans leur formule de ciment, ils intègrent de la capture de CO2. Donc en fait, ils le font. Donc en fait, au bout du compte, on se retrouve à avoir une formule qui va permettre d'alléger, en gardant les propriétés évidemment du béton en produit final, et ils vont réussir à moins consommer de CO2 pour la production du ciment, et en même temps capturer du CO2 qui est présent dans l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'on se retrouve à avoir cette suivante. Voilà. Donc ils capturent le CO2 au moment dans les zones de production, et ils l'intègrent directement dans leur processus de fabrication, et ils arrivent à, comme ça, en le mélangeant avec de la pierre qui s'appelle de l'olivine, parce que j'ai eu mon cours
pas d'archéologie, mais de minéralité hier soir. Donc le livide, en fait, c'est une des matières qui permet de capturer très facilement, qui absorbe facilement le CO2. Donc avec leur procédé, ils arrivent donc effectivement à utiliser ça et après à l'injecter pour faire du ciment. Globalement, quel est le bénéfice? Pour créer le ciment, c'est presque 15% d'économie, et ensuite, vous vous en servez comme un puits de carbone, ça veut dire qu'en fait, le bâtiment qui est construit, eh bien, au bout du compte, il va avoir pratiquement 30% de CO2 d'émissions en moins par rapport à un bâtiment lambda créé. C'est un bénéfice assez considérable. Et en plus, l'idée, c'est qu'il c'est au même prix que le ciment normal. Donc, ce qui est quand même une performance assez étonnante. Donc voilà, donc c'est vraiment donc à la fois le bâti, il devient plus source de CO2, mais dans les calculs et dans les premières projections qu'ils ont, ils se retrouvent à construire des bâtiments qui sont en consommation négative de CO2, puisqu'ils font à la fois stockage de matière permanente, enfin, de la durée du bâtiment, et en plus économie pour la production du ciment. Donc après, ça fait des panneaux comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vais être hors champ, mais au bout du compte, c'est du préfabriqué qui peut arriver directement sur les sites, au même titre que ce que vous pouvez avoir pour l'ensemble des constructions neuves qui sont avec du ciment traditionnel. Et puis ils ont d'autres solutions aussi qui existent pour combattre les îlots de chaleur, puisqu'il y a quand même des endroits où vous êtes obligé quand même de mettre des surfaces, des revêtements durs, parce que sinon les camions, par exemple, vont s'enfoncer dans le sol, etc. Et ils ont des bétons alvéolaires qui permettent et drainants, c'est-à-dire que les bétons se font traverser par l'eau, donc ça évite d'avoir des zones de récolte comme on peut avoir par exemple sur les autoroutes. Vous avez souvent des énormes bassins de rétention parce qu'en fait toute l'eau arrive. Là en fait naturellement le béton se fait traverser par l'eau et en fait ça ne touche pas les nappes phréatiques, ça reste directement par infiltration dans les nappes phréatiques comme si c'était un revêtement normal, et ça permet aussi de végétaliser un certain nombre de zones. Donc c'est très avant-gardiste et c'est assez intéressant dans l'approche durabilité justement, parce que quand on doit construire, si on peut construire en essayant de respecter en même temps et d'avoir des pistes complémentaires, c'est toujours intéressant. Il aurait mieux expliqué que moi. Hein. Enfin, j'ai fait un résumé de la situation qui est intéressante, et peut-être que ça vous donnera des idées et des pistes de réflexion dans vos diverses acquisitions. Et on va passer maintenant aux SCPI durables européennes. Alors les SCPI durables européennes, le troisième du podium c'est Egalis. Je crois que c'est ici. Voilà, ça, et puis voilà. J'avais une petite question éventuellement, mais c'était là ou c'était pas là? Qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne sais plus. Je crois que c'était là. Allez. J'essaie de suivre mon programme, mais il faut pas me perturber. Alors, l'idée c'était de dire qu'on a Egalis, c'est la troisième année maintenant qu'on vous score, avec une évolution à chaque fois sur les performances. Les leviers que vous utilisez pour décliner ça, comment ça fonctionne chez vous? Alors déjà dans un premier temps, merci beaucoup pour ce prix. Et chez nous, je pense que comme beaucoup de SCPI, c'est passé dans un premier temps sur vraiment beaucoup de collecte de données et de sensibilisation des locataires. Donc, à la fin de l'année dernière, on a fini un premier cycle de labellisation ISR qui a été renouvelé en début de 2025. Et ça a été aussi l'occasion pour nous de renouveler notre grille et aussi d'aller plus loin dans notre démarche ESG. Donc, dans un premier temps, après cette démarche de collecte de données et de sensibilisation des locataires, on s'est vraiment tourné aussi vers une réduction énergétique des performances énergétiques de nos bâtiments. Egalis, c'est une SCPI investie beaucoup en Europe du Sud, donc on peut aussi capitaliser sur l'énergie solaire pour faire progresser les performances énergétiques de nos bâtiments. On est sorti du fossile sur plusieurs bâtiments aussi. Et puis on essaie de s'intéresser à tout ce que aux intentions des locataires, en mettant par exemple des bornes de recharge électrique pour pouvoir aussi
va toujours aller dans l'amélioration de cette démarche. D'accord. Et du coup, il y a une autre SCPI qui est pas là, mais qui est pas très loin, qui s'appelle Eden. Elle est pareil européenne, mais comment est-ce qu'on fait pour concilier l'investissement durable est-ce qu'on est obligé d'acheter du neuf pour être performant sur le volet durabilité? Je le pose comme ça. Oui. Alors pour Eden, c'est une démarche assez différente parce que c'est une nouvelle SCPI. On n'est pas dans une démarche d'achat neuf exclusivement. On n'achète même pas de neuf. Après, c'est vrai qu'on va toujours s'intéresser aux performances ESG à l'acquisition. Il y aura toujours une analyse ESG à l'acquisition. Pour Eden, pour les premières acquisitions, on s'est beaucoup intéressé aux performances énergétiques des bâtiments avec l'acquisition de bâtiments en DPE-A européens, donc qui ne correspondent pas forcément au DPE-A français, mais en tout cas avec des bonnes performances énergétiques. Et ensuite, on s'intéresse à faire des plans d'action ESG sur plusieurs années pour pouvoir avoir un plan précis pour ces actifs et les faire progresser. Ok, bon bah super, merci beaucoup. Je reprends mon micro, bravo. Et puis on a beaucoup de parefs qui étaient en numéro 2 avec Evo mais qui ne sont pas là. Et puis en premier, on a à nouveau Transition Europe sur la partie européenne. Ça y est, c'est bon, toc. Merci beaucoup Julie, merci. Voilà, on avance dans les podiums, on est à peu près en timing, on est pas mal. Alors ce podium-là, on nous l'a fait remarquer parce qu'en fait on se retrouvait à comparer des fonds qui étaient un peu anciens, 3-4 ans, avec des fonds tout neufs qui venaient juste de se lancer. Et en fait l'idée c'était aussi de pouvoir comparer des choses qui sont vraiment comparables, des fonds qui sont vraiment comparables. Et c'est pour ça qu'on a identifié ce podium-là. Alors on les appelle les newbies, c'est pas du tout péjoratif, c'est les nouvelles SCPI qui se lancent sur le marché, qui ont un peu moins d'une année et demie d'ancienneté et qui vont bénéficier effectivement d'un moment de marché qui va être intéressant, mais pour un certain nombre d'entre elles, elles sont pas toutes à 100. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi du travail à faire, même si on arrive, on est nouveau sur le marché. En troisième position, on a Mata Capital avec Osmo Energy avec un beau 63 sur 100. Merci. Hop. Et puis je vais donner le micro, on a 2-3 questions quand même qu'on va échanger ensemble. Alors je disais nouvelle SCPI, intéressant parce que derrière il y a une approche. Comment est-ce que vous avez construit ce fonds et comment est-ce que vous le déclinez au quotidien quand on arrive sur un marché où il y a beaucoup de monde quand même sur le marché déjà? Alors, dommage que notre responsable ESG soit pas là, on aurait bien mieux parlé que moi. Bonjour à tous. Merci pour le prix. Comment on l'a construit? Ça a été long, ça a été compliqué. Il y a eu énormément d'échanges avec l'AMF, de longs mois d'échanges sur justement la thématique ESG de son énergie, puisqu'on est classifié SFDR 9. Alors on a parlé des sujets de réglementation et peut-être du rétropédalage tout à l'heure, mais on est classifié SFDR 9 sur Osmo Energy, on a des ISR également, et donc on a eu beaucoup d'interactions avec l'AMF sur cette classification SFDR 9 et sur le degré et ce qu'on allait pouvoir mettre en place de manière consolidée à l'échelle du fonds. Concrètement, nous, ce qu'on fait sur Osmo Energy, je vois que je rejoins ce que l'ensemble de nos... Oui, mais c'est presque rassurant parce qu'on se rend compte qu'au final, on est confrontés tous aux mêmes problématiques. On essaye de faire des choses assez simples. D'une part, autour de la sobriété énergétique. Donc là, c'est tout ce qui est relatif à la relation avec le locataire. On a mis en place un type locataire extrêmement poussé avec des prestataires. On a sélectionné nous-mêmes, on a screené le marché avec un certain nombre de prestataires. Je vais vous donner un exemple. On a la place de l'énergie, par exemple, qui est un courtier en énergie, avec qui on a mis en place un partenariat et auquel on fait profiter nos locataires. Negawatt, qui est un institut de formation également très réputé sur la partie énergétique, auquel on donne accès à nos locataires, etc. Écoterie, qui nous accompagne sur la compensation carbone. Bref, on a tout un book de prestataires et de partenaires à qui on donne accès à nos locataires. Donc ça, c'est la partie sobriété énergétique. Donc il y a un gros travail de relation avec les locataires. Et la partie efficacité énergétique, on est en SCPI, on sait tous que c'est très difficile
de concilier la performance financière et l'action qu'on peut faire sur les bâtiments. Pour autant, on s'attache dans le temps à mettre en place des petites actions qui vont favoriser la consommation énergétique et l'économie d'énergie. Ça passe par du GTB, ça passe par du chlorophylle, ça passe par du solaire, ça passe par des bornes électriques, etc. Donc là, on est au début de notre démarche. C'est important de penser dès le début, notamment en termes de provision de travaux. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut le prévoir dès le début. Il y a un poste de charge dans les CPI, pardon, c'est de la technique, mais qui s'appelle les provisions pour gros entretiens. Il faut la constituer dès le début en vue des années futures. Donc voilà, donc ces deux volets, sobriété locataire et efficacité énergétique, pour, in fine, réduire les gaz à effet de serre à l'échelle de bâtiment. Et du patrimoine ancien, du patrimoine récent, du neuf? Patrimoine ancien, notre principe, c'est de nous positionner sur un patrimoine ancien en état d'usage, donc seconde main, qu'on va repositionner sur une trajectoire long terme. Notre cible, notre fil rouge, si je puis dire, c'est la trajectoire crème. Donc on est à date conforme à la trajectoire crème sur le scénario d'augmentation 1,5 degré des accords de Paris. Donc on fait un audit énergétique et un audit technique à chaque acquisition qui nous permet de positionner nos plans de travaux sur la durée. Donc voilà, et effectivement, la data, le nerf de la guerre. On a un gros partenariat avec une boîte qui s'appelle Deepkey, qui nous permet d'avoir des données réelles. On y attache une très très forte importance à avoir des données réelles de consommation énergétique à l'échelle de nos bâtiments, ce qui n'est pas gagné d'avance. Aujourd'hui, on est autour de 80% de données réelles sur l'ensemble du parc immobilier, ce qui est plutôt une bonne chose selon nous. Donc on travaille beaucoup avec Deepkey pour avoir cette consommation énergétique fiable. Ok, très bien, bravo. Merci beaucoup. En deuxième position, on a la société Atlan, Épargne Pierre, Sophia, les autres. Oui, non, mais ce doit être. Ah, ça y est, bon, voilà, je viens chercher mon tour. Merci beaucoup. Et puis, en premier, on a Arkea avec la nouvelle SCPI Nordenstein. Donc, je la connais. Ça va faire rapidement. Nouvelle SCPI, donc nouvelle SCPI qui veut dire on prend les mêmes et on recommence avec Transition Europe. Je caricature, mais c'est à peu près ça la démarche. C'est complètement ça. C'est le même ADN que ce qu'on a fait sur Transition Europe. Le point positif et ce qui nous aide, c'est une expérience qu'on a pu créer grâce à Transition, mais aussi à Territoire Avenir. Du coup, ça permet d'avoir les bons réflexes, les bons outils, et surtout, comme ça a été dit, des parties prenantes engagées et abordées déjà sur tous ces sujets. Donc, une rapidité finalement d'exécution qui est peut-être meilleure sur la taille. Ok, bravo. Avec plaisir. Alors, l'étape d'après, c'est que vous faites des fonds, mais vous avez aussi des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine ou des family office qui vont être en face, oui, tu peux venir Jean-Christophe, c'est à toi, qui vont être en face des investisseurs finaux et qui vont devoir répondre à leurs questions, répondre à leurs interrogations, et puis, si possible, les orienter en fonction de ce qu'ils veulent, évidemment, parce que vous avez un devoir de conseil. Mais voilà, donc on accueille Jean-Christophe Salager, qui est le directeur général de Regali, qui est aussi membre du réseau qui s'appelle le collectif de la finance responsable, qui est un collectif de family office conseiller en gestion de patrimoine. L'idée, ce collectif, il s'est rassemblé, et tu vas nous le présenter peut-être un peu plus dans le détail que moi, parce que je suis en train d'avancer sur ce qu'on devait échanger, mais du coup, les CFR dans ton quotidien, dans ton activité de family office, ça sert à quoi? Bonjour à tous, ravi de voir aussi certains partenaires avec qui j'échange régulièrement sans avoir l'occasion de se rencontrer de visu. Le collectif de la finance responsable, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui est aussi une émanation des AFR, que vous connaissez sans doute.
en place un véritable avantage. Aujourd'hui, ça réunit pour une soixantaine de cabinets de gestion de patrimoine et multifamily office avec toujours cette dimension et cette vocation qui est de rendre la finance plus durable. Et donc, ça nous permet plein de choses. Et dans notre quotidien, le premier des sujets, c'est que c'est un super labo. Ça nous permet de tester des choses, de les challenger. Ça nous permet aussi de pouvoir lancer des projets de manière à faire évoluer la pratique. Je me souviens de certains cabinets qui étaient en pleine transformation, qui se posaient la question sur c'est quoi le modèle économique de demain? Comment j'intègre un petit peu mieux la durabilité auprès de mes clients? Comment je l'intègre également dans mon entreprise? Et c'est ce qu'on pourra voir dans la seconde question. Ensuite, c'est aussi un super moyen, et tu en es un fabuleux exemple, d'aller sourcer des bons partenaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un cabinet de gestion de patrimoine ou un family office, parfois on est très esselé. Et on se pose la question de avec qui travailler, aussi bien sur la partie stratégie d'allocation que les partenaires de manière beaucoup plus métier de ceux du quotidien. Et ça, c'est également quelque chose qui est super. Et donc, ça nous emmène sur le dernier point, qui est forcément le retour d'expérience, où l'intérêt de travailler avec des cabinets de gestion de patrimoine, des family office qui nous ressemblent, c'est pouvoir échanger, se dire ben voilà comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois améliorer, et aussi de se sentir un petit peu moins seul et de pouvoir partager avec toujours cette dimension. Et c'est ô combien durable que de se poser la question que les chefs d'entreprise à la tête de ces cabinets puissent être aussi épanouis dans leur travail. Et du coup, toi, dans ton quotidien de family officer, la durabilité, comment est-ce que tu la définis, comment est-ce que tu la prends en main pour la rendre, on va dire, lisible à tes clients et pour qu'ils puissent signer, parce que c'est quand même ça l'objectif. Exactement. La durabilité, on essaie en toute humilité, de la prendre de manière globale. Et souvent, on va avoir une approche qui est uniquement produit, et de se poser la question, est-ce que je travaille avec un produit durable? Et travailler avec un produit durable, c'est travailler avec une entreprise qui est durable. Et là, justement, nous, ce qui va être très important, c'est la sélection de nos partenaires. Et cette sélection-là, elle va reposer sur différents aspects. On va demander une charte éthique, par exemple. Charte éthique et responsable de l'entreprise avec qui on va travailler. On va aussi se poser la question de comment elle travaille, aussi bien le sourcing de ces solutions que le SAV. Et puis on va aussi se poser la question de comment est-ce qu'elle travaille, comment est-ce que nos partenaires travaillent aussi dans la qualité de vie au travail. Parce que c'est aussi des sujets qui sont absolument fondamentaux dans notre fonctionnement. Donc pour nous, elle se décline avant tout par un sourcing de qualité qui soit vraiment une garantie pour nos clients d'avoir un véritable investissement qui est durable. Et alors comme ça, il n'y aura pas de placement produit, parce que c'est moi qui vais le faire, mais les CFR, on a un accord avec les CFR, beaucoup des CGP, CGP Family Office, sont équipés de notre solution multitest.fr. J'ai fermé la parenthèse, c'est moi qui l'ai fait, tout dernier point, la durabilité. Moi, je t'ai demandé aussi d'avoir un petit retour terrain. Alors, en l'occurrence, toi, tu es spécialisé sur un segment qui est particulier. Alors, je vais pas dire, on a baptisé ça exceptionnel, mais les sportifs, la durabilité, comment ça marche? Eh bien, ça marche parce qu'on ne se pose pas la question dans ce sens-là. Déjà, on va essayer de gommer les a priori. J'ai la chance d'accompagner pas mal d'athlètes professionnels dans des sports que vous suivez, j'imagine tous et toutes, qui ont forcément aussi une réputation, et on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on parle de sport, on a souvent du mal à se dire est-ce qu'un athlète il se pose des questions sur la partie sociétale et environnementale? Eh bien, je peux vous le dire, oui. Mais pour une raison toute simple, c'est que nous, on a un fonctionnement inverse dans la définition de notre stratégie d'allocation. Là où certains de nos concurrents ou confrères vont se poser la question de « Tiens, il est temps de faire un petit peu de durabilité, regarde la solution que j'ai sur le moment ». Nous, on ne se pose jamais la question dans ce sens-là. On va partir d'un postulat qui est systématiquement être de manière extrêmement précise dans la détection du profil d'investisseur durable de notre client. De manière à ce que quand on va bâtir la stratégie d'allocation, on va intégrer systématiquement cette partie-là. Ensuite, et c'est le cas des SCPI et des partenaires qui sont présents ici, on va sourcer tous les partenaires et on va les anonymiser. De manière à ce que, au moment où on va présenter la stratégie d'allocation, le client découvre des solutions qui portent toute une lettre sans savoir qui est le partenaire derrière. Nous, on va l'analyser, notamment avec la data que tu nous pousses, mais également aller très loin dans voilà là où vous allez nous investir.
là où vous allez investir, mais également où vous investir, je pense que c'est assez vrai, parce qu'on se rend compte qu'il y a une véritable appropriation de la stratégie d'allocation chez cette typologie de clients. Et c'est vraiment passionnant, parce que je l'ai vécu faire sur un texto tout à l'heure d'un de mes clients qui fait la canne, pour ceux qui suivent un petit peu le foot, et qui se posait la question d'un investissement sur les SCPI. Et donc, on a complètement inversé la tendance, qui est fondamentalement d'avoir des clients, surtout dans le domaine du sport, qui subissent des investissements sans trop savoir à quoi ils servent, d'être dans une démarche active de « je sais pourquoi j'investis et je suis content d'investir comme ça ». Donc on se rend compte que par rapport aux clichés qu'on pourrait avoir habituellement sur cette typologie de clients, on est face à des clients qui s'approprient les sujets, qui sont investis sur ces sujets et qui en plus se rendent compte de ce qu'ils permettent de réaliser de manière très globale au niveau sociétal. D'ailleurs, on devait avoir Mbappé ce matin, on peut le dire maintenant, mais il n'a pas pu prendre l'avion. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, merci. On prochain Alors donc, comme c'était du Family Office conseiller en gestion de patrimoine, forcément, on va avoir notre dernier podium qui est le vote des CGP. Alors le vote des CGP, on a demandé au CGP de voter pour les SCPI ou SC qu'ils trouvaient le plus durable. Alors les SC n'ont pas trouvé leur marché. Benoît, on ne pourra pas être taxé d'organiser les choses. Le troisième du podium, c'est Eurovalis d'Advelis. Ça ne pas se passe. Bon, on a déjà un peu échangé tout à l'heure, mais je vais vous poser deux, trois questions quand même. Si je reprends ma liste de questions, qu'est-ce que j'avais? Le segment des bureaux. Alors, on en a vu que ça a beaucoup souffert quand même sur les 2 dernières années. Moi, j'avais en tête le bureau, c'est par exemple la défense. Faire de la durabilité à la défense, ça reste compliqué. Il y a quand même une voie pour faire du bureau durable. Oui, tout à fait. Pour faire du bureau durable, déjà, il y a beaucoup de sensibilisation des locataires, parce que c'est les occupants finaux de nos bâtiments. Et puis, dans les bureaux, il y a toute une toiture qui peut être utilisée. Il y a les bureaux qui sont occupés quand même une grande partie de la semaine et on peut agir sur les performances énergétiques de nos locataires. On peut, sur la partie sociale aussi, faire tout un tas de choses pour rendre les bureaux plus attractifs, que ce soit d'un point de vue bande de recharge électrique pour que les occupants puissent se rendre de manière plus durable sur le bâtiment, ou alors aussi toute une partie plus confort, des zones de confort dans les bâtiments, pour rendre aussi les bâtiments plus attractifs et voilà, de faire baisser les consommations énergétiques des locataires pour rendre aussi les bâtiments plus attractifs d'un point de vue financier, baisser leur facture énergétique et aussi rendre les bureaux en eux-mêmes plus attractifs pour les locataires. C'est un peu vertueux, en fait, tout le monde y gagne. Ok, très bien. Et du coup, ce prix, il y aurait un intérêt particulier quand même pour vous, parce que je crois que vous travaillez beaucoup aussi avec les CGP, donc c'est une forme de reconnaissance, je ne sais pas comment le dire. Oui, alors, sur le point des CGP, je ne vais pas vous mentir, je connais moins ce sujet. Donc, je ne sais pas si Jean-François, tu veux dire un petit mot. Si tu veux. Allez, Jean-François. Je vais prendre le relais. Ouais, c'est ça. Oui, nous, on a une petite histoire qui est récente, parce qu'on avait confié notre distribution pendant des années à Silencia, qui est ex-AGERS. On a repris la commercialisation de nos produits et donc l'exclusivité à partir de janvier 2024. Donc c'est assez récent, en pleine crise de la SCPI, en fait, parce que c'est là où effectivement il y a pas mal de CGP qui sortaient un peu de ce marché parce que baisse de valeur de certains gros acteurs du marché. Donc on a eu un petit effet qui se coule qui n'était pas très sympathique pour nous puisqu'il a fallu reconstruire effectivement toute notre base de partenariat. Mais aujourd'hui, voilà, on doit avoir 300-400 conventions signées dans ces eaux-là. Donc il y a un travail de fond qui a été fait, qui commence à payer, dans le sens où on a renouvelé tous les partenariats historiques, on a renouvelé aussi, en tout cas on a mis à jour beaucoup de nos partenariats, mais il y a un gros travail qui doit être fait. Et donc Géraldine, qui nous rejoint depuis hier matin, va effectivement avoir cette mission de continuer à faire croître notre réseau de distribution. Donc on est ravis d'être présent sur le port-bien et sur le vote des CGP, puisque pour nous, c'est une nouveauté. Ok, très bien, bon, parfait. Merci beaucoup. Merci, Géraldine. Merci.
Merci. Alors, je vais finir parce qu'en fait, voilà, les deux autres, c'est Hiroko qui ont reçu aussi le vote, avec Hiroko Zen en première position et Hiroko Impact en seconde position. Donc, je vais avoir plein de prix à la ramener, il va falloir que je vienne en voiture. Je crois que c'est terminé pour ce matin. Ah non, si, oui, voilà, c'est ça. Bah, si, parce qu'il fallait. Il y a des petites pages de promo comme dans tous les. Je fais toujours des pages de promo. On a fait, d'ailleurs, avec Jean-François, en toute fin d'année, un petit format. Alors, on fait différents événements, donc il y a celui-ci, et puis on a fait aussi un petit format qui s'appelle, alors pas petit, un format, je sais pas pourquoi je répète, dire petit, un format qui s'appelle Souvenir du futur. Vous serez probablement sollicité dans le courant de l'année. Alors ça c'est de l'intelligence artificielle, on a passé un temps de fou pour réussir à faire une vidéo qui soit sympa. L'idée c'est de dire, on prend un gérant, on l'amène en 2035, en 2035 il nous dit où est sa SCPI, et ensuite on le ramène en 2025, maintenant en 2026 pour qu'il nous dise comment, qu'il nous décrive sa future trajectoire. Et ça permet comme ça d'avoir, alors avec toutes les petites lignes, pour être en conformité avec évidemment la législation, on a fait des pages complètes de décharge, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder, mais en même temps, un investisseur en SCPI, s'il ne se projette pas à 10 ans, c'est qu'il n'a pas compris le fonctionnement du produit. Donc voilà, donc ça, c'est des formats vidéo qu'on met à disposition. On a de nombreux outils qui sont là ou qui vont arriver. Rapport de préconisation pour les CGP, nous le demandent depuis un certain temps. On a mis les bouchées doubles pour sortir au premier trimestre, puis on va avoir aussi d'autres nouveautés sur 2026, dont on viendra vous parler régulièrement dans nos divers contacts.